m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans, je mesure 1,70 m, je pèse 80 kg. Je suis fonctionnaire, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne, j'ai un compteur bleu et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. Salut, c'est Mascar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de Baudrillard, de Dana Scully et de pourquoi il y a autant de Kevin qui sont nés dans les années 90. Contrairement au cinéma, la télévision est une aliénation, disait Husserl. En effet, là où l'œuvre cinématographique dispose d'un début et d'une fin qui sont clairement définis, le tube cathodique, lui, déverse son flot quasi ininterrompu d'émissions en tout genre et de programmes, et ce au risque, et c'est bien là un des effets attendus justement, de brouiller un petit peu la distinction, les frontières entre la vie quotidienne, la vie normale et le temps passé devant le poste de télévision. Ça va? Vous êtes à l'aise devant votre poste? Bien calé dans le fauteuil? Bon, envoie le film. Bien sûr, nous allons parler ici essentiellement de télévision, mais l'essentiel du propos va rester transposable à d'autres plateformes, d'autres médias, tels que YouTube ou Netflix par exemple. D'ailleurs, en parlant de Netflix, un rapport de Business Insider nous apprend que l'utilisateur moyen de Netflix reste sur cette plateforme environ 2 heures à partir du moment où il s'y est connecté. Pour peu que, en sus de Netflix, vous regardiez aussi quelques émissions à la télévision ou YouTube, vous faites probablement partie de ces gens qui restent devant l'écran plus de 4 heures par jour et qui, comme nous le disent les études, a priori apprécient beaucoup moins le temps de visionnage des programmes que les gens qui y restent seulement 2 heures ou moins. Aujourd'hui, par rapport à nos ancêtres, nous avons gagné 3h37 d'espérance de vie par jour, ce qui est colossal. Et ce chiffre-là, 3h37, correspond exactement au temps passé moyennement par les gens devant la télévision. C'est-à-dire, l'espérance de vie qu'ils ont gagnée, ils le perdent à devenir cons. C'est quand même extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout à fait extraordinaire. Et je vous propose que nous allions au-delà de ce jugement de valeur qui a peut-être une légère connotation sacrificielle encore. En effet, certaines personnes considèrent que l'humain serait ontologiquement une espèce fabulatrice. Si tel est vraiment le cas, et bien qu'il fût loisible de reprocher aux êtres humains ces évagations numériques, est-ce bien raisonnable? C'est en tout cas un parti pris et clairement assumé de la société Standard Toilet qui propose de vendre aux patrons d'entreprise des toilettes spécialement étudiées pour lutter contre le fléau des entreprises modernes, les salariés qui regardent des séries Netflix sur leur smartphone depuis les toilettes de leur entreprise. Dotées d'un siège à inclinaison spécifique de 13 degrés, elles sont conçues pour empêcher la pause Netflix aux toilettes, ou à défaut pour spasmer le psoas de l'employé si celui-ci persistait à regarder sa série préférée sur son temps de travail. Il est vrai que durant cette décennie, nous avons assisté à une hausse de la compréhension et de l'application des mécanismes permettant de maintenir les individus, les spectateurs, les joueurs, littéralement captifs des écrans et notamment en jouant sur leur réaction d'orientation biologique. La réaction d'orientation biologique, c'est un réflexe du corps humain qui a été découvert par Pavlov en 1927. Comme le sait tout magicien, tout pickpocket ou tout pratiquant d'arts martiaux un peu avancé, l'œil humain est littéralement hypnotisé, littéralement capté par les mouvements extrêmement rapides. Ouais, on est à Miami. Tub, chatte, sain. Je crois que je crèverai sur ma chaise. Ainsi, ce type de montage va justement jouer sur ces leviers neurologiques et maintenir l'utilisateur captif. Mieux, il a été déjà démontré par Lang. C'est vraiment la merde, quand même. C'est vraiment
Non, pas ce Lang-là non plus. Non, par Annie Lang de l'université de l'Indiana, qui a démontré que ce type de montage, justement, entraînait une forme de sédation psychologique et apaisait littéralement le rythme cardiaque. Et on en revient là à une grande question que j'avais déjà abordée dans d'autres vidéos. L'état hypnotique et par extension sa recherche, la recherche donc de certains états modifiés de conscience, de transe, est-il naturel, comme se plaisent à le dire énormément d'hypnotiseurs, ou est-il tout simplement habituel ? Et ça n'est pas du tout la même chose. Pour l'ethnologue et psychanalyste Geza Roheim, ce que l'on nomme la culture, et si vous avez suivi Hypnomachie depuis un petit moment, vous avez compris que la culture, en fait, ça n'est pas autre chose qu'un substrat hypnotique. Est-ce que la culture est à rapprocher d'une forme de retard mental, quelque part, hein, d'une prolongation, comme ça, d'une négociation pour essayer de prolonger l'état infantile, bref, en clair, d'une forme de pulsion grégaire. Il semblerait donc que la recherche de sédation, en fait, ne soit qu'une stratégie suboptimale, mais une stratégie suboptimale adoptée par une très large partie de l'humanité. Il s'agit en fait d'une tentative un peu désespérée de l'enfant intérieur de se donner un petit peu de douceur. Et ce, même si cela implique intrinsèquement une forme de cessation de la conscience. Plutôt, en tout cas, plutôt que de constater que l'on vit, malheureusement, pour beaucoup, dans un environnement peu aimant. Mais c'est dur le renoncement. Les diverses séries ou feuilletons, hein, mais comme d'ailleurs les émissions culturelles, politiques, les jeux télévisés, etc., relèvent tous de ce que l'on appelle en hypnose le storytelling, c'est-à-dire en fait l'art de travailler les mots pour générer des narrations et du sens. Avec des mots ordinaires, on n'a rien à dire, on n'est pas le bourgeois, ni le peuple, donc il faut des mots extraordinaires. Donc, les journalistes, grosso modo, s'intéressent à l'exceptionnel pour eux. Bon, ce qui peut être ultra banal pour d'autres, pour être extraordinaire pour eux, grosso modo, donc, ils s'intéressent à l'extraordinaire. Là, je crois que c'est pour résumer ce que j'ai à dire, l'extraordinaire, en mettant tiré entre les deux mots, l'extraordinaire, c'est-à-dire ce qui est extérieur à l'ordinaire, ce qui rompt avec la routine ordinaire. Et l'extraordinaire, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas quotidien, ce qu'on ne voit pas tous les jours. Alors c'est bizarre, les quotidiens doivent parler de ce qui n'est pas quotidien. Alors c'est un problème. Et ils doivent parler quotidiennement de l'extra-quotidien. C'est du boulot, il faut voir, le métier de journaliste n'est pas facile, hein, je ne le critique pas. Donc l'extraordinaire, ça sera quoi? Ce qui sort du cadre quotidien. Bon, alors ça va être justement le fait divers, etc. Et aussi, alors c'est là que ça devient plus grave, ça va être ce qui est extraordinaire par rapport aux autres journaux. Bon, donc c'est la double définition, c'est ce qui est différent de l'ordinaire et ce qui est différent de ce que les autres journaux disent de l'ordinaire, ou disent ordinairement. Bon. Il s'agit de se différencier d'autrui, tout en disant sensiblement la même chose. Et bien là, vous avez reconnu les deux composantes qui forment la base de la structure d'une mimésis mis en évidence par René Girard. L'autoréférence est une caractéristique de la modernité. On tient des discours sur les discours, on fait des émissions de télé à propos de la télé, qui parlent de la télé, voire même d'émissions de télé qui parlent de télé-réalité, donc de la télé qui parle de la télé qui parle de la vraie vie, enfin en tout cas qui prétend parler de la vraie vie, hein, puisque une fois qu'on a un petit peu compris ce que c'est que l'autoréférencement et comment l'observateur impacte le sujet d'expérience, on se rend compte que le simple fait d'être enfermé dans un loft ou une maison avec des caméras, les individus, se sachant filmer, vont modifier leur comportement, donc en fait il ne s'agit absolument pas de la vraie vie, hein. Au mieux on est encore là dans un des biais cognitifs classiques des modernes qui prétendent parler de la vie alors qu'ils parlent en réalité d'une espèce de vie en laboratoire, au mieux. Bref, retenez essentiellement qu'une des caractéristiques de la modernité, c'est cet auto-référencement du discours. C'est une des conséquences logiques d'avoir placé l'homme au centre et non plus Dieu au centre. L'être humain se regarde le nombril et il se regarde en train de se regarder le nombril et il disserte sur le fait qu'il se regarde en train de se regarder le nombril, etc., etc. Magnifique. Je vais vous dire, mais ça va, oui, ça va très bien. Il a son petit pull en cachemire, c'est magnifique. Je vais vous dire, mes petites beautés, sans déconner, Jean-Luc, je l'adore. Voilà, il est trop marrant. Je vais vous dire, il va nous raconter un dos, Jean-Luc, ce soir. Une darka de ouf, les chéris. Vas-y, mon Jean-Luc, t'as un dos. Ici, dans Les Enfants de la télé, hein, qui est donc une émission qui parle de la télévision à la télévision,
on a un imitateur qui imite le présentateur d'une autre émission de télévision qui elle-même parle aussi déjà de la télévision. C'est ce qu'on appelle la PPCC, la plus petite culture commune, qui va permettre aux gens d'avoir quelque chose à se dire à la machine à café le lendemain parce qu'ils ont regardé la même émission. Jamais justement la formule de McLuhan, le médium et le message, n'a autant été d'actualité. Alors le risque est grand de finir plus ou moins comme ça, comme enfermé dans sa bulle de filtre, comme emprisonné par ces trajets neuronaux préexistants qu'on va ne faire que renforcer encore et encore, mais qui vont avoir au moins la vertu de nous rassurer quant à notre sentiment d'appartenance. Si, comme disait Merleau-Ponty, je deviens ce que j'écoute, eh bien j'ai peur que l'on tombe là dans une espèce de récursivité, de circularité extrêmement troublante. En 2019, c'est 11 700 heures de télé-réalité ou de télé à propos de la télé qui ont été diffusées contre seulement 7 500 heures de programmes qui parlaient simplement du monde extérieur, information, documentaire, etc. Que dire comme ça de cette humanité qui, dans un acte d'autophagie intellectuelle, ne fait que s'écouter elle-même? Qu'il est ardu comme ça d'échapper à ses habitus, à ses exis, en gros à comment on a été élevé. En effet, l'enfant, justement quand on est tout petit enfant, pour sortir comme ça de l'indifférencié, de la monade primitive, de l'unité fondamentale, pour se dépsychotiser, si j'ose ce barbarisme. Enfin, c'est un mot qui est inventé, c'est une barbarité, bien sûr. Enfin, je serais tout à fait bouleversé. L'enfant va donc ainsi chercher à établir des normes, des structures mentales, il va chercher à les établir inconsciemment. Ce sont les fameux thémata dont nous avons déjà parlé durant la vidéo 48, je vous y renvoie. Donc des structures qui, la plupart du temps, vont être binaires. Ainsi, chez de nombreux peuples primitifs, qui, pour la petite histoire, culminent dans les mêmes niveaux de réalité que les bambins dans notre société française, ou en tout cas occidentale. Et donc il est classique en anthropologie de trouver chez ces peuples une espèce de structuration en deux catégories. C'est-à-dire qu'on va avoir par exemple la nuit et le jour, l'homme et la femme, l'actif, le passif, etc. Dans certaines peuplades, vous aurez ainsi des animaux, par exemple chez les Chinois, on a le tigre et le dragon, mais chez d'autres, ça peut être le homard et le saumon. Et donc, absolument tout, par exemple, tous les animaux vont être classés dans ces deux catégories, tous les aliments vont être classés dans ces deux catégories. Et donc, par exemple, si vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de manger tel aliment, sauf peut-être à l'occasion de tel ou tel rituel ou de tel ou tel moment dans l'année, ou par exemple uniquement la nuit, ou tout s'inverse. En tout cas, tous ces peuples ont en commun comme ça de structurer le monde avec ces espèces de thémata binaires basiques. Cette recherche comme ça de repères, cette recherche archaïque de normes, qui au passage est un des leviers de manipulation chez Tchakotine, impacte le cerveau à jamais. Quand vous avez été comme ça conditionné gamin à penser le monde selon ce type de catégorie, vous le gardez toute votre vie, et ce même lorsque l'individu s'y attaque de front. En général, il faut 1 voire 2 décennies de travail psychologique et psychothérapeutique pour réussir à venir à bout de cette hypnose de la socioculture dans le meilleur des cas. Je dis bien dans le meilleur des cas. Dans l'immense majorité des cas, les individus y restent soumis plus ou moins toute leur vie. Et ce qu'il s'agisse des grandes opinions sur, par exemple, la monogamie. Ça veut dire ça ? Mais rien, c'est des machins de gonzesse. Ma femme arrête pas de me le dire, tiens, que je pourrais plus la considérer. Seulement moi, comme je sais toujours pas ce que ça veut dire, ça risque pas d'avancer cette histoire. Mais aussi sur d'autres sujets tels que le mariage. Mais moi j'abandonne. J'ai tout essayé, les coups de fouet, lui couper la bouffe, la flotte. Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Ou par exemple le rapport à Dieu, ou par exemple la relation au matérialisme, qui va conditionner par extension toute notre relation au travail, à la famille, au courage, enfin, ça va littéralement nous forger depuis notre plus jeune âge. Ça nous inscrit de base dans des narratifs avec des icônes, des leaders, des chamans culturels. Les gens se prosternent devant la télévision comme ils se prosternaient autrefois devant l'idole d'Athéna, de Jupiter, de Zeus, etc. Dans le rite d'aller voir et s'incliner devant l'idole de midi et l'idole de 8 heures, il y a beaucoup de choses concernant le culte du sacrifice. La plupart des gens tendent à mésestimer ou à méconnaître la robustesse incroyable de ces ancrages primaires qui façonnent notre rapport au monde. Tu ne te souviens pas, quand on était plus jeunes, nos parents disaient que la musique qu'on écoutait, c'était de la merde. Mais là, c'est différent. Donc, c'est notre tour. Maintenant, c'est nous, les vieux. Et on pense que la musique de la nouvelle génération sonne comme de la merde.
Ce n'est pas parce que j'ai pris un coup de vieux, mais je suis convaincue que notre musique était bien meilleure. Moi, de mon temps, la musique était bien meilleure. Rien à voir avec les stupidités que les jeunes écoutent de nos jours. Parfait, Randy. Va donc écouter ce que ça donne. Tu me diras ensuite si tu trouves que c'est de la merde. J'y vais tout de suite. Je suis pas devenu un vieux con ringard, Sharon. J'ai su rester cool. Par exemple, même 30 ans après, si je vous fais écouter ceci... Eh bien, il y a des chances que vous me répondiez Olive et Tom. Eh ben non, perdu, il s'agit en fait du générique original d'un dessin animé italien qui raconte les histoires d'Arsène Lupin et qui a ensuite été, et là effectivement vous avez raison en ce sens, vous n'avez pas perdu, récupéré et détourné pour faire le générique d'Olive et Tom. Lui è un tesoro al sicuro non è se ce li attorno Lupin. Oh Lupin. Pour qui sait se servir de ces leviers et de ces pulsions régressives, c'est un levier extrêmement puissant et il n'est pas rare encore aujourd'hui de croiser un certain nombre de trentenaires ou de quarantenaires qui vont réagir de manière quasi pavlovienne dès qu'ils vont apercevoir le moindre t-shirt Super Mario ou la moindre boucle de ceinture Naruto. Ces manières de solliciter le cerveau humain sont une mine d'or pour les vendeurs et les marketeurs en tout genre. C'est clair. Nous avons affaire à des professionnels. Oh oui. Qui manient l'art du mensonge et du déguisement à la perfection. Lorsque l'on comprend ces leviers comme ça que nous avons en nous qui touchent à l'archaïsme le plus extrême, eh bien on peut trouver une forme d'inspiration là-dedans justement pour notamment développer un peu son jeu d'acteur pour les comédiens. Lorsque l'on explore les choses comme ça au niveau mésotérique, ça devient extrêmement intéressant de réussir à sortir de soi-même, voire même pour jouer à titre d'expérience, de se prendre des programmes, des leviers qui n'ont pas été les nôtres et de se les appliquer à soi-même pour simplement voir qu'est-ce que ça nous fait et élargir justement notre champ de conscience. Et c'est ainsi qu'on peut jouer avec ce que l'on appelle les chiboulettes. Qu'est-ce que c'est qu'un chiboulette? Et bien justement, c'est quelque chose avec lequel les acteurs, les comédiens ont énormément de mal à jouer. Les chiboulettes, ce sont des espèces de petites particularités culturelles, par exemple dans la manière de parler, dans l'accent que l'on peut avoir, mais aussi dans la manière de se tenir, dans la manière de fumer sa cigarette, dans la manière de tenir ses couverts, etc., qui vont permettre à un natif d'une culture qui se sont fait hypnotiser depuis leur plus tendre enfance de reconnaître quelqu'un qui est étranger et qui veut jouer à appartenir justement parce qu'il n'a pas été conditionné depuis son plus jeune âge. Ouais, s'il te plaît, Wendy, toi, t'es genre délégué de classe. Ouais, et t'as que des bonnes notes à l'école. Et t'es même pas trop gâté, tes parents filent leur fric aux œuvres de charité. Elle te plairait pas du tout, cette fête, Wendy. Il y aura plein de garçons, on va jouer aux œufs de la bouteille à 2 minutes dans le placard et prendre de la kétamine. Ça me convient. S'il te plaît, tu sais ce que c'est que de la kétamine, toi? Ouais. Tu vois, t'es trop cultivé. Ouais, nous, la kétamine, on sait pas ce que c'est. Désolé, Wendy, t'es pas une vraie pute, alors tu te casses. Eh bien, c'est un véritable challenge pour un comédien que de réussir à identifier ses propres chiboulettes et de réussir à rentrer dans les chiboulettes des autres. Et là, on commence à rentrer dans la version mésotérique de l'art du théâtre, mais nous en reparlerons dans une vidéo ultérieure. Parce que même en voulant être autre chose que ce que nous sommes, eh bien, il y a des limites à cette pratique et le naturel n'est jamais loin. Marchons, marchons, cassons impur, arbre nos sillons. Allahu Akbar. Je vous rappelle que le but de la télévision, c'est de vendre du temps de cerveau disponible aux annonceurs. On se souvient tous de cette fameuse réplique de Patrick Lelay. Et pour cela, il existe de très nombreuses techniques parfaitement connues et répertoriées. Ainsi, vous avez J. Scott Armstrong qui a identifié le chiffre faramineux de 195 leviers qui permettent donc justement d'influencer le spectateur via la publicité.
Il est l'auteur d'une gigantesque méta-analyse qui a duré pendant 16 ans, dans lequel il a compilé 687 sources composées de 3000 études, un sacré bosseur le père Armstrong. Et parmi justement ces différents leviers, il y en a une que je résiste pas à l'idée de vous mentionner, qui consiste justement à diffuser avant les spots publicitaires des programmes qui vont être considérés comme extrêmement stressants pour le cerveau, notamment des programmes contenant une surdose de violence. Ce type de programme violent va stimuler la production de corticostérone, une substance qui elle-même va augmenter la mémorisation. Et donc la mémorisation, logiquement, des annonces publicitaires qui vont suivre. Et ce, quelles que soient les publicités auxquelles vous allez être exposés. Les meilleures, comme les pires. Noël approche à grands pas, je ne sais pas quoi acheter, marre des cadeaux classiques qu'on vendra sur eBay. Donc cette année, pas de CD, ni de robots ménagers, encore moins de grands parfums ou de livres sous le sapin. Je suis pas bien avancé ou même limite stressé, pourtant le temps me fouette. Mais où vais-je trouver tant d'idées? Et c'est pourtant simple, les cadeaux sympas, va à Décathlon, Décathlon Saint-Dié. Ah, mes oreilles, mais quelle horreur! Ah, j'ai hésité à vous la mettre celle-là tellement ça m'a cassé les oreilles. C'est une pub pour Carrefour, mon Dieu, qu'ils ont fait avec leurs vrais employés, hein, ceux qui savent pas chanter, hein, eux, on voit, hein. Bon, mais c'est pas simple de se protéger de ce genre d'influence publicitaire, parce que il faut à peu près 200 millisecondes pour être simplement conscient d'un élément, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans le décor, hop, 200 millisecondes. Une boucle de rétroaction cognitive pour s'adapter, 500 millisecondes à peu près, hein. Donc quand on sait qu'il vous faut 700 millisecondes pour ne serait-ce que formuler un concept, comme par exemple celui qu'on est en train d'essayer de rentrer à l'intérieur de votre cerveau, eh ben on se rend compte qu'on n'a simplement pas le temps, neurologiquement, de se protéger de l'influence publicitaire implacable. Si, comme le disait Noam Chomsky, un des grands théoriciens du soft power, la propagande est à la démocratie ce que la matraque est à la dictature, eh bien il faut reconnaître que nous sommes ici devant un adversaire dont il est quasiment impossible d'éviter les attaques. J'ai toujours pensé que c'était l'esprit la meilleure arme. Vous avez comme ça une étude absolument délicieuse qui a été réalisée par Ruben Durante, Paolo Pinotti et Andrea Tesei. Ils ont essentiellement travaillé sur l'impact de la propagande télévisée berlusconienne sur l'esprit des Italiens. Il semblerait que l'exposition à cette propagande se fasse ressentir jusqu'à, tenez-vous bien, jusqu'à 5 élections après exposition. Oui, parce que là-bas, visiblement, ils comptent le temps en élection. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et en raison de vos crimes, je vous condamne, messieurs, à une peine de prison ferme et de 5 élections présidentielles. De la même façon, lors de tests psychotechniques effectués par des militaires, on a mis en évidence que les performances cognitives chutaient de 8 à 25% si les militaires avaient ne serait-ce qu'été exposés à un poste de télévision quelques instants auparavant. Ainsi, si nous sommes à ce point vulnérables, il va s'agir de faire simplement le deuil de notre capacité d'autoprotection. Il ne s'agit plus de se défendre, mais au contraire d'intégrer, d'accueillir, en conscience, les messages et histoires proposés par voie hypnotique. Paradoxalement, cet accueil, ce oui, va permettre de mieux s'approprier les messages que nous allons recevoir si l'on sait comment faire, et c'est justement, vous l'avez compris, tout le propos de cette chaîne, d'où le fait de s'ouvrir encore et encore à toujours plus de narration, jusqu'à en arriver à déconstruire la notion même de narration. Et c'est ce que nous faisons, notamment sur la page Facebook Hypnomachie, et que malheureusement tout le monde ne comprend pas forcément lorsqu'il y débarque sans avoir été suffisamment sensibilisé à mon travail. En effet, rester entouré de ces semblables qui nous valident et nous confortent est probablement une des pires configurations possibles pour un cerveau. Citons encore Chomsky, qui plus que jamais est d'actualité. Toute l'histoire du contrôle est là. Isoler les gens les uns des autres, si on les isole assez longtemps, on peut leur faire croire absolument n'importe quoi. En effet, l'isolation, comme actuellement pendant ces périodes de confinement ou de couvre-feu, l'isolation justement va impacter sur les taux de très nombreuses hormones, dopamine, sérotonine, ocytocine, etc. Et notamment aussi la tachykinine qui est un petit peu moins connue. Une fois le peuple ainsi isolé, fragmenté,
il va s'agir dans un deuxième temps de s'attaquer à ses racines, notamment en entretenant une confusion entre l'histoire et la mémoire. Si on réarrange la mémoire par des fictions, par des séries télévisées, par des narrations, alors c'est l'histoire qui disparaît. Tout a commencé à l'âge d'or d'Hollywood. La fin des années 80. Le concept était roi. Vous mélangiez deux mots loufoques dans le titre, mettiez un rap à la fin qui explique l'intrigue, et bam! Vous aviez la couverture de Première Magazine. Cet extrait des Simpsons est déjà une façon de réarranger l'histoire en la faisant disparaître, puisque, historiquement parlant, justement, ce procédé de réécriture explosa littéralement après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États-Unis imposa à l'Occident et à la vieille Europe, justement en échange de son aide à la reconstruction, un certain nombre de quotas, et notamment 2 quotas de programmes américains sur son sol, afin de marquer les esprits. Donc c'est particulièrement intéressant que là, dans cet extrait des Simpsons, on essaie de nous dire que ça a été beaucoup plus récent que cela. C'est déjà en méta une certaine forme de réécriture, donc vous voyez exactement ce que je vous dis à l'œuvre à plusieurs niveaux logiques. Comme vous le voyez sur ce graphique, après 50 ans de propagande américaine, le rôle de l'URSS dans le dénouement de la Deuxième Guerre mondiale a été littéralement obombré par l'oncle Sam. Yeah. Très bien, bande d'abrutis. Écoutez ça. Et regardez. Si c'est américain, c'est bien. C'est clair! Alors en général, il y a toujours un Jean Candubien qui vient pour nous dire que ça n'est pas très grave, on n'a qu'à utiliser ces différents leviers pour simplement délivrer des messages aux individus et à la jeunesse vraiment positifs. De nombreuses personnes se droguent pour toutes sortes de raisons. Elles se droguent le plus souvent pour échapper aux réalités de la vie. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette, ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs, je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture, je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action, ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer, et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais ? Pourquoi est-ce que tu te droguerais ? Il y a à mon avis une vraie naïveté à penser qu'il suffit d'envoyer aux gens des messages positifs par ce biais. C'est omettre en fait dans sa réflexion plusieurs points. D'une part, que dans la lutte pour l'attention, pour l'accaparement de l'attention des cerveaux du grand public, comme dans toute lutte d'ailleurs, eh bien, celui qui gagne le plus souvent, c'est celui qui tape sous la ceinture. Et ensuite que là encore, le médium et le message, et que l'attitude paternaliste, appelons un chat, qui va consister justement à utiliser les moyens d'influence comme justement la télévision, le cinéma, les séries Netflix, pour soi-disant faire le bien, en fait, cela va empêcher de développer le libre arbitre et le discernement chez les individus. Cette antitélie est déjà largement développée sur la chaîne, et elle demeure le talon d'Achille de l'approche paternaliste, en tout cas lorsque le paternalisme provient d'une forme de vide de soi, comme c'est malheureusement le cas dans l'immense majorité des productions hollywoodiennes. Comme dirait un célèbre pédophile à moustache, si on a besoin du contrôle, c'est pour des motifs inavouables. Pour le reste, l'amour suffit. Notez que nous sommes rigoureusement dans le même pattern avec l'hypnose thérapeutique en fait, et les mêmes arguments s'y appliquent. En pratique, les médias préfèrent nous proposer, plutôt que de nous inviter à penser et à réfléchir comme j'essaie de le faire très très maladroitement sur cette chaîne, les médias préfèrent en général nous proposer un ensemble d'émodities. Voilà, une espèce d'ensemble, de package d'émotions, de représentations mentales et d'habitus qui ont déjà été prépensés pour être faciles à assimiler. Voilà, une espèce de package, qu'est-ce que vous devez penser et ressentir. Cela permet au marché d'essayer de vendre ce qui autrefois était gratuit, afin de dégager de la valeur. Enfin, quand je dis dégager de la valeur, ça dégage au moins de la valeur et du pognon pour les gagnants de ce système. Pour les autres, je ne suis pas forcément certain que ce soit toujours rentable. La notion d'émodities est une des bases de ce qu'on va appeler le virtualisme, c'est-à-dire un champ discursif plus ou moins déconnecté du champ politique réel. C'est vrai quoi, si un homme veut s'habiller en pute, c'est normal. Mais si une femme veut en faire autant, c'est mal. Oui, c'est vrai. Ouais, et puis quand on voit un homme pisser debout, on trouve ça normal. Mais si une femme le fait, c'est bizarre. Pourquoi? Oui, tout à fait.
Ouais, et quand un homme se rase les couilles, c'est bien, mais quand une femme le fait, c'est étrange. Ouais, ça, c'est vrai. Cette combinaison entre le virtualisme, les emodities, le tititainment, terme créé, donc je vous en ai déjà parlé, par Brzezinski, ancien homme de l'ombre de Ben Laden dans les années 80. Le tititainment, donc combinaison de entertainment, donc divertissement, et tits, donc nichon, qui renvoie directement à la stimulation sexuelle facile. Ils vont me foutre une perruque, ils vont m'appeler Samira, ils vont défoncer mon petit cul. Cette combinaison, disais-je, eh bien, constitue une espèce de prêt-à-vivre qui satisfait autant le désir de contrôle de l'émetteur que la passivité cognitive du récepteur. Ils se contentent de ce qu'on leur donne. Et ce qu'on leur donne, bien sûr, c'est de quoi survivre, et on leur donne surtout de quoi ne plus se poser de questions. Et on peut s'apercevoir que, hélas, le sport, la télévision, qui pourraient être des choses admirables, sont utilisées pour permettre à certains de se contenter d'une vie virtuelle. Alors bien sûr, ils n'ont pas assez d'argent pour aller au pôle Nord, mais le pôle Nord, ils le voient à la télé. Ils ne sont pas assez beaux pour épouser la princesse Caroline, mais à la télé, ils peuvent imaginer qu'ils l'épousent. Et puis surtout, ils ne sont pas assez forts ou ils ne sont pas assez adroits pour être des champions du foot ou du basket, mais ça ne fait rien. Ils regardent ça dans leurs pantoufles, ils voient ça à la télé, et puis même, ils s'enthousiasment pour les uns ou pour les autres, alors qu'au fond, ça leur échappe complètement. Le pire actuellement, c'est l'acceptation d'une vie virtuelle par un nombre de plus en plus grand de gens. Et il faudra donc provoquer un sursaut. Et oui, il n'y a pas de pensée personnelle et propre, singulière, autant que cette expression puisse avoir un sens, évidemment, s'il n'y a pas de solitude. Et donc cela implique, si vous désirez accoucher comme ça d'une pensée propre, de s'émanciper comme ça de ces prêt-à-penser télévisuels orwelliens. Orwell, justement, qui conseillait, par exemple, de ne jamais réutiliser des expressions déjà vues, lues ou entendues plus de 2 fois de suite, et ce, afin d'éviter leur usage comme signe de reconnaissance sociale, effectivement, qui joue donc sur les pulsions grégaires. On en revient d'ailleurs au distinguo pensée sociale versus pensée pondérée que j'avais développé notamment dans mon livre. Et mes petits bascarophiles, cela reste valable aussi sur des expressions que je peux moi-même employer, comme par exemple mouiller le maillot. Voilà, typiquement c'est ça du tititainment. Et statistiquement, je sais qu'il y a une partie de vous à qui ça n'a pas déplu. Et là, on assiste justement à un mécanisme que je trouve extrêmement intéressant, parce que en fait, si vous voulez, dès que quelqu'un tient un discours, et là dans une vidéo YouTube, bah voilà, je vous tiens un discours, à moins de vous mettre une vidéo de moi qui suis en train de méditer, puis ça va pas forcément vous passionner, mais dès qu'on tient un discours, on va, c'est ontologique au discours, au fait de discourir, on va mettre en avant un pan du réel. Et là, on va rentrer dans une forme extrêmement subtile de mimésis, qu'on le veuille ou non. Clairement, ici, en vous parlant de tititainment, je commence par vous parler de télé et de tititainment, et dans les faits, bah, je finis par vous montrer des nichons sur YouTube. Au lieu de vivre ici, terré comme un rat, à te masturber. Et tu oublies que j'aime me masturber. D'où les limites intrinsèquement exotériques liées au format YouTube. Je vous en avais déjà parlé, je ne reviens pas là-dessus. L'exotérique va imposer de rester justement dans des narrations et dans des formes d'émodities. En effet, chez la plupart des êtres humains, l'existence quotidienne se retrouve ainsi rythmée comme ça par des moments de storytelling, que ce soit d'ailleurs des moments de storytelling individuels de Jean Gérard qui se lève le matin avec son attaché-caisse et dents blanches et qui se dit « Ouais, je suis un winner devant la glace », mais aussi bien évidemment de moments de storytelling collectif. Cela permet de donner du sens à la vie, à la mort, à l'écoulement du temps, et ce en faisant varier 2 paramètres essentiels, ce qui s'efface et ce qui demeure. Si, comme disait Baudrillard, la culture c'est ce qui dure, par opposition à l'éphémère, si vous voulez, d'une société marchande, capitaliste, consumériste. Société marchande, capitaliste, consumériste, extrêmement bien résumée par la phrase de Cocteau. La mode, c'est ce qui se démode. C'est pas du tout à la mode, mais ça peut retourner. Hein. Et il y a eu l'époque de la grand-mère qui mettait des ballerines, après c'était bannir, ensuite ça a venu une fièvre de ballerines. Là, c'est plus à la mode, donc faut arrêter avec ces préjugés-là, parce qu'attention, même les colons couleur chat peut retourner à la mode. Hein. Alors, je discutais l'autre jour avec un ami anthropologue, professeur de survie, dont certains auront déjà reconnu l'identité au vu de son curriculum vitae un peu singulier, et qui me faisait remarquer, à juste titre d'ailleurs, que l'on retrouvait cependant ces mythes, ces chamans culturels dans absolument toutes les époques et un peu partout sur la planète. Alors, il a effectivement parfaitement raison sur ce point de vue-là. En revanche, la conclusion qu'il semblait en tirer, c'est-à-dire que
que cela signifie que ces mythes sont ontologiquement nécessaires à l'être humain, il me semble souffrir d'un petit problème de méthodo. On va se rendre compte que, comme je disais dans la dernière vidéo bonus, cela nous démontre au mieux que les hommes du passé en avaient besoin. Cela ne nous dit absolument mais rien sur les hommes actuels, ni encore moins sur ceux de l'avenir. Donc, à moins de croire que le passé forme forcément le présent et le futur, dans ces cas-là, c'est simplement faux. Vous voyez, tous les gens qui nous disent ce qui va se passer en 2020 et 2050 c'est comme mon voisin Nostradamus, ils essaient de prévoir des choses que personne ne peut prévoir. On ne sait pas. Donc toute interrogation sur l'avenir doit commencer par on ne sait pas, mais si les choses se passent comme elles se sont passées dans le passé, la projection donne ça, mais la vie est pleine de surprises et d'événements chaotiques que nous ne pouvons pas prévoir. Et d'ailleurs, si cette équation était vraie, si le passé formait nécessairement le présent et le futur, ça voudrait dire qu'aucun progrès ne serait jamais possible. Et malheureusement, on se rend bien compte que les hommes, justement, s'émancipent de choses que l'on croyait jusqu'à présent absolument nécessaires, et que donc, il y a peut-être un espace pour quelque chose d'autre, d'autant que des individus qui vivent, justement, sans mythe, sans chaman culturel, etc., dans certains niveaux de réalité, il y en a, j'en connais, il y en a qui vivent dedans depuis des années, bref, c'est quelque chose d'absolument pérenne et d'absolument fonctionnel. L'argument semble donc un peu absurde, et la présence justement de récurrence dans la fréquence des mythes, autant que dans leur contenu d'ailleurs, ne permet pas d'affirmer leur caractère incontournable et encore moins indispensable. Un des mythes extrêmement répandus comme ça, c'est le mythe de l'efficacité de la police. Il y a énormément de séries comme ça qui racontent justement l'histoire de policiers et de policiers compétents qui gagnent toujours à la fin. Cela permet d'implanter dans le cerveau de la population l'idée que la police est efficace et l'idée que si on va contre l'ordre établi, on risque d'avoir énormément de représailles. Les chiffres ne vont pas forcément dans ce sens. Bon, c'est très grave. C'est pas vrai ça, enfin, je peux pas vous faire confiance alors. Alors, le moment me semble plus qu'opportun pour aborder le travail de Campbell. Non, pas celui-là. Lui non plus. Ah là, éventuellement, ça pourrait être avec plaisir, mais non, je veux parler du mythologue Joseph Campbell. Ici commence le clan. Stop! Ça va les rushs, oui? Oh! Là je vous préviens, si jamais je revois encore un seul Campbell non pertinent, je vous repasse la fin de la publicité Carrefour jusqu'au bout. Ouais, c'est là avec Martine du rayon poissonnerie. Non mais... Alors, le mythologue Joseph Campbell, donc qui propose une espèce de théorie générale, comme ça, de la méta-constitution des mythes, qu'il a appelé d'ailleurs le monomythe. Sa théorie, elle est plutôt bien fichue, mais elle a reçu un accueil plutôt tiédasse de la part du milieu académique et universitaire. Cet accueil n'est d'ailleurs pas sans évoquer les réticences de certains intellectuels devant la théorie de mon René Girard favori. Il faut croire que, justement, dans ces milieux universitaires et académiques, une bonne théorie générale, ça semble suspect par principe. Bref, l'humanité reste comme ça dans un état médusé devant ces mythes quasiment éternels, à peine réinterprétés par la modernité et exprimés sous forme de séries télévisées, de films, etc. L'imaginaire français aussi a reçu comme héritage, de façon totalement inconsciente aujourd'hui, une espèce de codification qui dit pas son nom. Donc, si tu n'as pas réfléchi à ces questions-là, si tu n'y as jamais été confronté, si ça a toujours fait partie de ton imaginaire, de l'imaginaire de ton père, de ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc., ça t'apparaît juste normal. Ainsi, l'on pourrait considérer que nous sommes en réalité fascinés par des récits qui racontent en réalité notre propre histoire. Qui n'a jamais été, comme ça, littéralement fasciné par les aventures d'un personnage dont le pathos rentrait fortement en résonance avec le nôtre. Lorsque on a ainsi harponné littéralement le psychisme du spectateur, de l'auditeur, il rentre dans une transe hypnotique d'identification, c'est ça le terme technique. L'individu perd alors son statut de sujet dans la transe hypnotique. Il est alors extrêmement aisé de l'amener littéralement là où l'on veut, comme l'explique pour changer un habitué d'hypnomachie, Jacques Attali. L'art est une façon de toucher, de changer le comportement beaucoup plus direct et puissant que beaucoup d'autres. Et dans les arts, un des plus importants, les plus puissants pour toucher en particulier la jeunesse, c'est le cinéma. Donc faire en sorte que le cinéma soit une arme, le cinéma depuis longtemps, depuis toujours,
prend conscience et fait prendre conscience des drames économiques, sociaux, écologiques, démocratiques de notre temps. Et nous avons donc essayé de cristalliser ça dans un concept d'économie et de cinéma positif. On va être très très clair, ces outils artistiques sont des outils de façonnement de l'opinion publique extrêmement puissants. Je mets artistique entre guillemets parce que ça pose la question de peut-on être dans l'art tout en connaissant un immense succès commercial mainstream, hein, je laisse la question ouverte, on va pas y répondre là. Si vous avez des choses à dire, allez-y dans les commentaires. Mais pour vous en convaincre, remontons ainsi au début des années 90 avec le succès gigantesque du film Home Alone. Alone. Maman, j'ai raté l'avion, dans lequel le héros, Kevin, un petit enfant de 9 ou 10 ans, se retrouve donc oublié littéralement par ses parents qui partent en vacances. Quelques mois après, en 1991, il s'agit pas moins de 14 087 naissances de petits Kevin sur le territoire français. Tu veux qu'il ait pas de pote, ton fils, plus tard ? Comment ça ? Non, on dirait que ton projet, c'est lui niquer sa vie. Même s'il y a évidemment des parents qui ont probablement dû appeler leur enfant Kevin pour d'autres raisons, en tout cas, on peut raisonnablement expliquer ce boom des Kevin donc par le succès au box-office du film Maman, j'ai raté l'avion. Pour la petite anecdote, vous avez un certain nombre de sociologues qui ont, comme ça, fait des études sur l'impact sociologique du prénom Kevin, notamment sur les entretiens d'embauche. Et bien aujourd'hui, là où tous ces Kevin ont à peu près autour d'une trentaine d'années, qu'à CV égale en changeant simplement le prénom, et bien lorsque l'on s'appelle Kevin et qu'on a donc été nommé ainsi justement suite à cet énorme boom hypnotique des années 90, et ben on a entre 10 et 30% de chances en moins de se faire embaucher. C'est pour ça que je m'appelle comme ça? Ah oui? Ah, t'as d'autres copains qui ont le même prénom? Bah non. Bah voilà. Vous avez comme ça le sociologue des prénoms, Baptiste Coulmont, qui nous apprend que, en général, un prénom gagne en popularité, comme ça, puis quand il atteint le seuil fatidique des 2%, vous avez 2% comme ça d'un pays qui nomme son enfant, par exemple Kevin, et bien au bout d'un moment, le prénom tombe en désuétude, comme ça, on a eu l'ère des Mathéo, on a eu les Léa, on a eu etc. Et donc voilà, donc 2%, c'est à peu près le seuil, mis à part certains prénoms plus ou moins éternels, comme Marie, Mohamed, etc. Et vraiment, ce grégarisme qu'impose comme ça une exposition absolument excessive et sans discernement aux médias, eh bien, va entraîner d'énormes problématiques quand il s'agit justement de naître à son individualité. Comme dirait Bruno Bettelheim, la personne conditionnée par la télévision est habituée à recevoir des explications. Elle n'a pas appris à cheminer par elle-même. Le danger de la télévision réside dans cette incitation à la passivité. Cette fuite devant l'initiative personnelle qu'exige la réalité, beaucoup plus que dans le contenu inepte ou macabre des programmes. Ainsi, le cerveau justement des individus vont donc accepter passivement, comme ça, différents stéréotypes sur les hommes, les femmes, les pompiers, les militaires, les coiffeurs, les putes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui ne réagissaient pas parce qu'ils n'avaient pas les outils critiques pour décrypter le fait que c'était pas juste le rôle d'une prostituée, c'était leur projection héritée qui crée dans leur regard une stigmatisation qui est projetée sur un scénario et ensuite sur un écran. L'idée, c'est de se dire que le cinéma est une machine à reproduction de l'imaginaire et que c'est peut-être cet imaginaire-là qu'il faut questionner parce que quand cet imaginaire discrimine, le cinéma devient aussi un élément qui conforte l'idée de discrimination malgré lui. Il n'y a pas de rôle noble ou pas noble. Il y a des rôles stéréotypés, des rôles clichés ou des rôles qui sont vraiment des personnages élaborés. Et ce type de message comme ça, annonné, répété, ressassé encore sur des cerveaux immatures, eh ben ça va donner un Français moyen qui va passer son temps en transe lourde. Et ce d'ailleurs, quel que soit le bord politique. Car s'il est vrai qu'il est peut-être un petit peu rigide, voire même périmé de colporter comme ça des stéréotypes conservateurs et passéistes dans un monde qui en fait a déjà disparu. C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Il faut bien reconnaître que l'impact sur des progressistes mous du bulbe est tout autant délétère. On dira toujours, par défaut, comme ça, sans réfléchir, naturellement, un chirurgien, une infirmière, un président, une secrétaire, un directeur, une assistante, un séducteur, une salope. Il y a quand même des perspectives plus brillantes que d'autres, non? Mais je vous rassure, il y a aussi des mots qui n'existent qu'au féminin. Pute, par exemple. Je crois que c'est la palme de l'épisode d'Hypnomachie avec les rushs les plus pénibles. Oui. Non, c'est gigolo le mot que tu cherches. Hein. Oui, c'est vrai, tu as raison, on ne dit pas un pute et une gigolote. Mais enfin, gigolo, ça invalide quand même ta thèse.
Non, non, ferme-la, ferme-la. D'autant que, et ça vous me l'accorderez facilement, ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'on est en train de se mettre dans le ciboulot pendant ces moments comme ça où après une journée de travail, on a simplement envie de se vider la tête. Mais surtout sur Sibeth Ndiaye, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve ça assez formidable. Vous savez que je suis très attachée à la question des rôles modèles, notamment pour les femmes. Et moi, je suis assez enthousiaste de me dire que Sibeth Ndiaye, de par ses compétences et de par son parcours, est en train de devenir un rôle modèle pour plein de jeunes filles qui la regardent, qui se projettent en elle et qui se disent « Ouais, moi aussi, je peux devenir une femme porte-parole du gouvernement. » Moi, je ne suis pas certain d'avoir envie de vivre comme ça dans un monde qui assume de proposer des modèles de personnes qui assument de mentir au peuple à heure de grande écoute. Alors ça pose effectivement la question de la place des vertus dans notre société. C'est un thème extrêmement complexe sur lequel je reviendrai dans une vidéo ultérieure. Bref, comme tous les autres substrats plus ou moins modernes, tels que la science par exemple, les séries et le cinéma se voudraient neutres. Il ne serait qu'un moyen, qu'un média dont nous serions absolument libres de faire ce que nous voulons. Hein. Bon. Alors, de Sibeth Ndiaye à l'effet Scully, oui, parce qu'il y a eu un effet Scully dans les années 90. Dana Scully, c'était la partenaire de Fox Mulder, donc dans la série dans les années 90 aux frontières du réel, X-Files. Et il faut bien dire qu'elle incarnait tout d'une espèce de féminin bien puissant, hein, voilà, c'était un très très bon modèle justement pour les jeunes filles, et donc suite à ce personnage et au succès de cette série, puisqu'elle était docteur en médecine, et bien suite à cette série, on a vu énormément de jeunes filles qui se sont ainsi puissamment orientées vers des filières scientifiques suite à l'influence de ce personnage, ce qu'on a appelé donc l'effet Scully. Il faut bien reconnaître que dans cette série, malgré son caractère extrêmement brillant de docteur en médecine, elle avait quand même quelques petites lacunes en informatique. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. De Sibeth Ndiaye à Dana Scully, donc, les choses dépendraient simplement de nous, de ce que nous faisons, de ces moyens de communication qui seraient neutres en soi. Eh bien, non, si vous avez vraiment regardé et surtout compris la vidéo 28 et la fameuse arnaque des modernes, et ben justement, vous avez reconnu cette énorme arnaque sémantique du rationnel plafonné qui essaie de dire « Ah, moi je suis neutre, je suis neutre, je suis neutre ». Ça n'a rien de neutre. En fait, le modèle économique de ces séries et de ce film incite très très fortement les producteurs à générer ce qui marche en termes marketing, hein, pour que ça puisse se vendre. Donc, on va utiliser donc un certain nombre de stéréotypes, hein. Il faut qu'il y ait un bon méchant, hein. Un bon méchant dans une histoire, hein. C'est pas autre chose qu'une mimésis girardienne, évidemment. Qui êtes-vous? Je suis Étienne. Étienne, ouais. Étienne, ah ouais. Donc pour ça, on va utiliser au maximum des stéréotypes, pour avoir donc un super méchant qui est bien vilain parce qu'il est vilain. Donc par exemple, je sais pas, on va le mettre, tiens, russe, c'est bien russe comme ça, un méchant russe. Comme ça, ensuite, on va pouvoir auto-valider les stéréotypes. Pourquoi on met un méchant russe? Parce que les Russes sont méchants. Et pourquoi est-ce que les Russes sont méchants? Parce qu'ils sont russes. Donc on va renforcer le stéréotype. Je vais te briser. Eh bien, cette circularité, comme ça va entretenir et contribuer à créer, justement, une vision du monde manichéenne. Et vous trouvez que c'est neutre, ça? C'est en train de pourrir le cerveau de toute une génération avec des stratégies suboptimales, alors que, justement, les histoires que l'on raconte aux enfants, et aux adolescents et aux jeunes adultes, qui devraient les aider à se structurer, justement, devraient leur permettre de découvrir des stratégies optimales. Et des stratégies optimales pour la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des stratégies qui permettent de se poser dans son être. L'être humain, quel que soit ce qu'il se raconte à lui-même, n'a qu'une seule envie, c'est d'être présent à lui-même, qu'il le sache ou non. Ça, c'est très très important de s'en rendre compte. Alors que le cinéma va nous vendre tout autre chose. En réalité, dans la vraie vie, pour se sentir être et être simplement détendu dans son être, pas besoin d'être fort, d'être ultra sexy, ou d'être richissime. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Il en manque une. En fait, pour se sentir et se poser et être bien dans sa vie, il suffit
de se sentir. C'est aussi bête que ça, et c'est là où on voit justement que le cinéma donc est en train de véhiculer comme ça, depuis des décennies et des décennies, des stratégies suboptimales qui vont amener nos chères têtes blondes dans des impasses. Mais si jamais on a compris qu'il suffisait de se poser dans sa présence, eh ben, plus besoin de cinéma, plus besoin de séries télé, c'est la mort du petit commerce, et on va sortir justement de toutes ces fausses promesses marketing du type « soyez plus vous-même si vous faites telle ou telle chose », comme le dénonçait déjà autrefois Baudrillard. Une fois ainsi désidentifié, l'homme devient enfin libre de manifester puissamment son potentiel créateur. Et d'ailleurs, cela ne lui interdit absolument pas de s'appuyer sur le legs des générations passées ou non. Je terminerai sur cette jolie citation. Privés de transcendance, nous n'avons plus les outils intellectuels pour décrire la métaphysique de la consommation. Nous ne comprenons pas que la consommation elle-même est un mythe. Toutes les dénonciations, tous les discours sur l'aliénation, toute la dérision du pop et de l'anti-art sont si facilement récupérés. C'est pour une bonne raison, c'est qu'elles font elles-mêmes partie du mythe. Comme la société du Moyen-Âge s'équilibrait comme ça entre Dieu et le diable, la société moderne s'équilibre sur la consommation et sur sa dénonciation. Donc voilà, mes chéris, si tu as aimé, c'était la chaîne Hypnomatie. Tu peux faire des likes, tu peux mettre un commentaire, tu peux aussi l'envoyer à ta famille, à tes amis, à ton patron. Moi, je vous dis à bientôt et surtout pas de fashion faux pas en attendant les amis. Allez, ciao. Un film. Mais c'est passionnant ça, dites-moi. On a beaucoup travaillé, François et moi. On a choisi un sujet difficile et on l'a traité honnêtement, avec foi, sans concession. Et je crois que ça peut faire un grand film. Ça s'appelle Le miroir de l'âme. Bon, alors j'ai changé le titre, parce que Le miroir de l'âme, c'était pas possible. Oh là. Ça se retient mieux, non? Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal du tout, même. Bob Morlock présente La Vaginale.